Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le Saré. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet de santé publique, un sujet assez grave dans lequel les femmes ne veulent pas forcément se révéler. C'est pour ça que vous verrez des visages parfois cachés, c'est fait à dessein. Et nous allons parler donc d'un point essentiel ou des points essentiels des objectifs du millénaire pour le développement. Où en sommes-nous? On va peut-être donner l'état des lieux et voilà, en parler avec un spécialiste qui est sur notre plateau. On parle de mortalité maternelle et infantile. Donc vous comprenez que ça concerne les femmes au plus haut point. Bonjour ma très chère. Bonjour à toi ma très chère. Mortalité infantile et maternelle, c'est vrai, des chiffres sont alarmants. Les causes et peut-être quelques esquisses de solutions, c'est justement dans cette édition de Dans le Saré. Dans le Saré, c'est également avec un homme, un médecin sur ce plateau. On va le présenter dans un instant. Docteur Boa a déjà été sur ce plateau. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et il est gynécologue obstétricien. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, docteur Boa, on parle d'un sujet, on l'a dit, assez grave. Quand on parle de mortalité maternelle et infantile, vous corroborez avec nous que c'est assez grave comme sujet quand même, non? Oui, je ne dirais pas que c'est grave. Parce que pour dire que quelque chose est grave, il faut avoir des statistiques. Alors, les chiffres, d'après ce qu'on nous dit, c'est que ce sont des chiffres de la honte pour le Cameroun. Les chiffres relatifs à la mortalité maternelle et infantile nous révèlent 7000 femmes décédées et 58 000 enfants décédés également en 2013, environ. En fait, tel que vous dites, on peut avoir un phénomène qui est un épisode. Okay? Et de là, on ne va pas généraliser des choses parce que pour tirer des conclusions, il faut avoir une étude pendant une période. Et je vous dis, à l'heure actuelle, les chiffres de mortalité maternelle et infantile sont vraiment à la baisse. Okay? Est-ce qu'on peut les avoir? Oui, en fait, actuellement, nous sommes à 669 sur 100 000 accouchements, oui, vivants, oui, dont des femmes. Et, bon, et pour les enfants, nous sommes à moins de 50 décès par 1000 accouchements vivants. Mais est-ce que ça ne reste toujours pas assez élevé comparativement aux autres pays? Parce que c'est de ça aussi qu'il est question aujourd'hui. Oui, il faut se comparer. C'est-à-dire, si vous voulez apprécier ce que vous faites, il ne faut pas vous mettre à vous comparer avec l'autre. Donc, il faut voir ce qu'on fait. Parce que, comme vous dites, il y a de cela presque 8 ans que l'État a constaté qu'il y avait un problème. Le problème, c'était lequel? À partir de 1998, nous étions à ce moment à 430 décès maternels sur 100 000 accouchements. Et en 2004, on a constaté les chiffres, donc je viens de vous dire qu'il y avait ce problème. Et qu'est-ce que l'État a fait? Rapidement, une évaluation rapide et détaillée a été faite. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'infrastructure, problème de personnel, problème de la pauvreté, problème d'ignorance de part de la population. Okay? Mais pourquoi ça? Il y a la population qui est en train de grandir. Il y a de cela quelques années, on était à 12 millions d'habitants, hein? Mais maintenant on est à presque 22. Mais est-ce qu'il n'y a pas de programmatique? Il n'y a pas de programmatique sur les questions de santé au Cameroun? Et effectivement, il y en a. Et c'est de là maintenant, l'État s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Ils se sont mis en place pour commencer à créer des infrastructures comme l'hôpital gynéco de Yaoundé, l'hôpital de gynéco et pédiatrie de Yassa qui va commencer ici bientôt. Ils ont commencé à l'époque, on recrutait seulement 75 médecins pour servir toute la population. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on recrute 8 000, je veux dire, excusez-moi, 800 personnels qu'on doit former, qui doivent être les médecins, donc quantitatifs et qualitatifs pour servir dans cette population. Qu'est-ce qu'on fait en ce qui concerne la pauvreté? Voilà les kits d'accouchement, parce que la pauvreté, c'est un gros problème. Les kits d'accouchement, maintenant, pour les femmes qui viennent, qui accouchent à 6 000 francs, les kits de césarienne qui sont à 40 000,
Ok? Et donc maintenant, il y a ce problème d'ignorance. L'État continue à essayer de sensibiliser les femmes de venir en consultation prénatale parce que c'est là qu'on va les éduquer. L'État continue à donner le moustiquaire pour faire chuter le problème de paludisme qui tue les enfants et les mamans. L'État continue le VIH qui donne, vous voyez, gratuitement. L'État fait beaucoup de choses. On va parler de quelque chose, de la mortalité certainement infantile, parce que lorsqu'on parle de mortalité maternelle et infantile, on a beaucoup plus l'impression que c'est la maman qui est mise en exergue et tout. Est-ce qu'on a conscience que les enfants aussi sont réellement concernés? Effectivement. Vous voyez, quand on parle de mortalité maternelle et infantile, on voit beaucoup plus la mère. Pourquoi? Parce que la maman, elle meurt, c'est l'enfant qui meurt dans le ventre. Parce qu'on commence à partir de 24 semaines pour compter les morts des enfants qui meurent. Parce que dans les pays développés, c'est à partir de 24 semaines de grossesse que l'enfant est viable. Bon, maintenant, pour l'enfant, précisément, parce que les autres choses, c'est les cités, c'est pour l'enfant et pour la maman. Vous voyez? Parce que les deux vont ensemble. Mais précisément pour l'enfant, vous voyez, il y a le traitement des enfants de 0 à 5 ans gratuitement pour le paludisme. Il y a les vaccinations qui sont mises en place. On ne demande aucun frais pour vacciner l'enfant, que ce soit quotidien, que ce soit des campagnes, et c'est fait gratuitement. Il y a donc, beaucoup de choses. Il y a également des choses qui sont mises en œuvre, disons-le comme ça, pour les enfants, préserver les enfants. Alors, quelles sont les causes de la mortalité maternelle et infantile, en sachant que dans cette émission, c'est beaucoup plus appesanti sur la mortalité maternelle et pas véritablement sur la mortalité infantile. On regarde ce reportage. En 2013, environ 7000 femmes sont décédées en donnant la vie au Cameroun. Ces décès sont dus, entre autres, aux hémorragies, maladies hypertensives, travail prolongé et bloqué, infections, complications post-avortement. Telle est la présentation scientifique de la situation. Mais rentrés dans les dédales, les accusations sont frontales. On évoque la clause de conscience. Nos infirmières, beaucoup n'ont pas la conscience professionnelle. Parfois, il faut monnayer pour qu'on prenne vite, ou on te prend en charge. Parfois, il y a aussi la conjoncture. Parfois, lors de la grossesse, tu n'es pas bien suivi, tu n'as pas fait les visites comme il se faut. Bon. Parfois, on te fait les ordonnances, tu prends à contre-temps. Parfois de moins. Pour finir, tu arrives à ce genre de situation. Autre cause évoquée, la négligence. Pour moi, c'est beaucoup plus la prise en charge. Si la prise en charge n'est pas bonne, il peut y avoir fatalité. Parfois, lorsque les femmes arrivent à l'hôpital, on ne prend pas soin d'eux rapidement. On ne prend pas soin d'elles rapidement. C'est ça qui est souvent cause de la mortalité infantile. D'autres aussi ne font pas les visites prénatales comme il se doit. Et puis, il y a la question cruciale du suivi. Cette femme a vécu une expérience douloureuse. Je me rappelle quand j'étais enceinte de mon deuxième bébé, j'ai commencé à suivre les soins chez un médecin de la place qui est quitté de cet hôpital public, allait ouvrir sa part de cabinet. Alors là, il était mon gynécologue. Il m'a suivi pendant 9 mois. Mais avant les 9 mois, je n'avais jamais connu le fait qu'il fallait mettre la femme sous régime. Donc il ne m'avait jamais déjà mis sous régime. Et là, je prenais tellement de poids, l'enfant grandissait au fur et à mesure. Lors maintenant de l'accouchement, à la dernière minute, au 8e mois de la grossesse, je me rends compte que je ne parviens plus à marcher. Ayant suivi tous les mois ma visite prénatale, je me rends compte que je ne parviens plus à marcher. L'enfant me bloquait. C'était à moi de réfléchir qu'il fallait que je me mette sous régime. Lors de l'accouchement, il fallait qu'il m'envoie, il n'accouchait pas déjà dans sa clinique, qu'il m'envoie dans l'hôpital où il était supervisé être chef. Alors j'arrive là-bas, ce jour il n'y a pas de service, l'accouchement commence. Je suis arrivée là,
dans les douleurs et contractions. J'avais tellement mal que j'ai eu de ces injections pour pouvoir faciliter l'accouchement. Ce n'était pas déjà facile. Bon, par la grâce de Dieu, à la fin, l'enfant s'est présenté. Quand l'enfant s'est présenté, il ne venait pas par la voie normale, c'est-à-dire la tête. Il envoyait plutôt l'épaule. Alors, quand il a envoyé l'épaule, vu la manière dont j'avais déjà tellement souffert à table, il fallait tirer l'épaule. Il fallait tirer l'épaule. C'est comme ça alors qu'il a eu élongation. Donc, on a eu à froisser tous les nerfs de la main. Son enfant souffre de paralysie depuis sa naissance et elle pointe du doigt son médecin. Je savais déjà que c'était la faute du docteur, puisque le docteur, je n'étais pas vraiment suivi. Pourtant, c'est un grand docteur de la place. Je n'étais pas déjà suivi, je payais déjà la visite chez lui. Ça m'a fait mal jusqu'aujourd'hui, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais pu pardonner à ce docteur. Et pourtant, du côté des médecins, d'autres questions sont posées. Les causes lointaines peuvent être liées au suivi de la grossesse, parce que vous avez des mamans qui, pendant toute la grossesse, n'ont eu aucune visite, n'ont vu aucun, un encadreur. Des gens qui prennent en charge le suivi de la grossesse, c'est-à-dire les sages-femmes, un gynécologue, ils n'ont vraiment pas eu ce suivi. Et quand vous avez donc une grossesse qui est mal suivie, on peut avoir un enfant qui naît à l'accouchement avec des problèmes, parce que si, en amont, on avait essayé de faire un effort pour voir si la grossesse n'est pas pathologique, l'enfant naîtrait pas peut-être mort. Maintenant, à l'accouchement, parfois ces femmes viennent accoucher dans des centres où il n'y a pas de personnes qualifiées, c'est-à-dire qualifiées à cet effet. Donc s'il n'y a pas de personnes qualifiées, on peut avoir la chance aussi que l'enfant décède ou la mère décède. Il y a aussi des enfants qui décèdent à la naissance dû au fait que, par exemple, le tableau technique où l'enfant est né, quand j'ai parlé de tableau tout à l'heure des gens qui sont appropriés, il peut y avoir des gens appropriés, mais où le tableau technique n'est pas bien pour accueillir cet enfant. Quant à la mortalité infantile, on indexe la prématurité, l'asphyxie, l'infection néonatale, le paludisme, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, la malnutrition et le sida. Vous l'avez certainement compris, les causes sont diverses et variées. On accuse les infirmières de négligence, docteur Bois. Merci beaucoup pour cette accusation du personnel. Parce que vous ne voulez pas dire qu'on accuse le personnel médical. Non, mais enfin, ils sont... Vous savez de quoi on parle, parce que vous dirigez comment je vais dire ça? Une structure... Voilà, donc dans ce sens-là, vous pouvez bien nous en parler. Merci beaucoup, parce que le problème, l'infirmier ne travaille pas seul. Si on accuse l'infirmier, on est en train d'accuser le personnel médical. Mais laissez-moi vous dire que le problème de mortalité maternelle et infantile, c'est un problème qui est multisectoriel. Multisectoriel, ça veut dire quoi? Ça n'encombre pas seulement le ministère de la Santé publique. Il n'est pas parlé du personnel seul. Oui. OK? La raison pour laquelle, tout récemment, quand le pays a constaté que malgré les efforts qu'on est en train de se multiplier, le taux reste toujours à 669. Mais donc, la première dame, même avec son mari, mais docteur, quand même... Mais vous avez posé une question, oui, je vous donne des grandes lignes. Je ne vous coupe pas. C'est juste pour préciser que 669 vient de l'étude de 2007, si j'ai bonne souvenance. 2014, c'est le même chiffre donné par l'OMS. Et maintenant, si on fait... Ça veut dire que depuis 2007... La situation est restée stable. La situation est restée à 669. Oui, ça est resté stable. Voilà la raison pour laquelle les efforts sont d'être multipliés pour impliquer les autres secteurs, tels que la Première Dame et le Président de la République. Récemment, le 9 mai 2014, ils ont mis en place un programme qui touche tous les secteurs. Non seulement le ministère de la Santé publique, mais aussi le ministère de l'Éducation des bases, parce que tout commence par là, le ministère de l'Éducation secondaire, l'enseignement supérieur et les médias, le ministère du Transport, tous les ministères sont impliqués
ça doit être une action conjuguée pour lutter. Parce que ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, ni le personnel de la Santé, c'est tout le monde qui est impliqué. Vous, ici, pour informer la population, pour ça que nous sommes là, docteur Bois. Exactement, pour utiliser les services qu'on est en train de mettre. Parce que combien de femmes savent qu'il y a des kits d'accouchement? Et justement, ce qui m'amène à vous poser cette question, parce qu'on accuse, du moins, les femmes enceintes sont elles aussi pointées du doigt. On dit qu'elles ne respectent pas les visites prénatales. Effectivement, le problème c'est lequel? J'allais en venir. Il y a un gros problème d'éducation, d'information. Vous voyez, il y a les valeurs culturelles, des traditions, qui disent que bon, une femme ne doit pas être examinée par un homme. Vous voyez, elle reste chez elle. Combien de femmes accouchent à la maison? Et pourtant, si elle venait en consultation prénatale, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devait lui donner l'information nécessaire, comment s'alimenter pour éviter certaines maladies liées à la malnutrition. On devait dépister certaines, vous voyez, certaines malpositions, par exemple, de l'enfant, en faisant rien que de l'échographie simple. On devait faire le dépistage de beaucoup de pathologies qui peuvent non seulement toucher la maman, mais aussi l'enfant et compromettre dans leur vie. Donc, à cause de ce problème de manque d'information de part des femmes et beaucoup d'autres, et il y a un gros problème. Ça contribue. Voilà pourquoi cette lutte contre la mortalité maternelle et infantile touche beaucoup de secteurs. Ça touche tout le monde. Et maintenant, il y a une question également qui se pose, c'est du côté des médecins. On a parlé des infirmiers, vous avez dit que vous vous sentez très concerné. Maintenant, vous allez être véritablement concerné parce qu'on a le cas de cette dame qui déclare avoir suivi toutes les consultations chez un médecin très réputé, d'un hôpital public également réputé. Et donc, il faisait des consultations dans sa clinique. Mais à la dernière minute, le monsieur n'est pas là pour la faire accoucher. Du coup, l'enfant naît avec élongation, etc. Est-ce que, dans ce cas-là, on ne va pas parler peut-être d'irresponsabilité de la part du médecin? Je dirais non. Il demande à la dame de venir, pourtant il n'est pas là, d'autres personnes s'en occupent et ça se passe mal. La dame dit qu'elle accuse le médecin. Oui, ben, vous voyez, la vie n'est pas statique. Moi, je pense qu'un médecin qui est digne de ses noms ne peut pas demander à une patiente de venir pour un rendez-vous pour l'accouchement et il ne sera pas là. Il faut entrer et faire les investigations pour savoir ce qui s'est passé. Parce que si on est devant la justice, on ne va pas prendre une conclusion après avoir accouché d'un seul côté. Et il faut entrer, descendre sur le terrain, voir qu'est-ce qui exactement s'est passé. Est-ce que ce monsieur était là? Est-ce que vraiment, qu'est-ce qui s'est passé qui n'était pas là au moment qu'il a donné rendez-vous à cette dame? Parce que les patients, je ne dis pas que... On est d'accord, docteur, que forcément il aura une raison, mais il y a quand même un problème parce que si vous donnez rendez-vous, vous êtes médecin, vous donnez rendez-vous. Si vous ne pouvez pas être là, vous le décommandez. Par contre, elle se plaint du fait qu'il ne soit pas disponible. Pour cela, je dis que ce problème de mortalité maternelle, c'est un problème qui engage tout le monde. Je viens. Peut-être, je ne le défends pas. Mais je suis en train de suspecter ce qui peut être peut-être la raison pour laquelle il n'était pas là. Peut-être au moment qu'il a donné rendez-vous, il est dans les embouteillages quelque part. Parce que nos routes ne sont pas assez. Non, il faut soyons sérieux. Et il y a les téléphones portables aussi. Il y a les embouteillages. Et bon, on doit avoir qu'un ministère du transport. Hein? Je vais dire. Donc ça concerne tout le monde en fait. Ça concerne tout le monde. La société. Voilà. Ah, mais c'est ça, c'est très bien compris. C'est ça, que ce n'est pas, peut-être si ça arrivait, ça ne devait pas être ça de sa volonté. Tous, ça ne devait pas être de sa volonté. C'est très intéressant ce que vous dites. Oui. Alors, on a d'autres chiffres. Les causes de mortalité maternelle et infantile, en ce qui concerne l'hémorragie, c'est 33%. Les infections, c'est 28%. Les troubles hypertensifs, c'est 12%. 20% sont causés par les maladies aggravées par la grossesse, comme le paludisme. Et ça, ce sont les chiffres de l'enquête démographique et de santé. 2013, 2011, je le disais tout à l'heure. Alors, là, on nous a parlé d'autre chose. On va revenir sur les chiffres tout à l'heure. On nous parle de tout à fait autre chose. Les premières grossesses, l'âge précoce de la première grossesse peut être également un facteur à risque. Ça, les gens ne le savent peut-être pas. Et je pense qu'il est important de revenir dessus. Pourquoi est-ce que c'est un facteur à risque? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui tombe enceinte, quand on parle d'un enfant, c'est une jeune dame, une jeune fille qui a moins de 18 ans, qui tombe enceinte. À ce moment, elle est vraiment en phase de croissance nette. Et maintenant, ses organes ne sont pas encore développés. Hein? Le bassin est inadéquat pour les faire sortir un enfant, pour faire passer un enfant. À ce moment-là, lors de l'accouchement, c'est un risque.
Et donc, cet enfant qui donne naissance à un enfant peut perdre sa vie. Et c'est vraiment une catastrophe. Et quand on parle de l'âge, docteur, il y a également celles qui sont plus âgées aussi. Oui, donc généralement, à partir de 18 ans, au moins physiquement, la femme est assez mature pour être capable de donner naissance à un enfant. Bon, maintenant, à partir d'un certain âge, à partir de 35 ans, ok, et ça devient des grossesses à risque chez les femmes. Donc, pour les femmes en général, pour essayer de réduire ces problèmes de mortalité maternelle infantile, il est conseillé aux femmes de planifier tout ce qu'elles font. Hein, parce que ceci me rappelle de ce que j'ai vécu il y a quelques jours. Une femme qui arrive, elle est tombée enceinte quand l'enfant avait moins de 6 mois. Et bon, voilà, au moment d'accouchement, l'utérus ne se contracte pas. Et on essaie de forcer avec des médicaments qui pouvaient aider. Bon, elle a accouché, mais voilà. Ça veut dire qu'elle avait un enfant de moins de 6 mois. Moins de 6 mois. Ça, c'est une autre cause. Voilà, et l'utérus se refusait de se contracter parce qu'il était fatigué. Il était encore en train de se reposer pour reprendre les formes. Voilà, elle tombe enceinte. Et au moment qu'elle accouche, pour qu'elle accouche, même on a eu à forcer à moins d'un qu'on l'opérait. Elle accouche donc, et ce qu'on appelle la tonie utérine, qui est vraiment une des premières des causes, parmi ce que vous avez 33% d'hémorragie. Voilà. La tonie utérine, c'est une cause importante. Là, il faut interpeller les hommes qui font le rallye alors. Non, enfin, on interpelle tout le monde. On parle des chiffres à présent. Les chiffres de la mortalité maternelle et infantile, ça donne froid dans le dos. On a dit tout à l'heure, vous en avez suivi quelques-uns. On va regarder ce reportage et on revient tout de suite derrière. Selon les enquêtes démographiques de la santé 2011, le ratio de mortalité maternelle au Cameroun est de 782 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité des enfants de moins d'1 an, quant à lui, est de 62 décès pour 1000 naissances vivantes. Des chiffres qui donnent froid dans le dos lorsqu'on sait que 58 000 enfants nés en 2013 n'auraient pas atteint leur premier anniversaire. Les régions les plus touchées, apprend-on, sont celles retirées des centres hospitaliers. Cas pratique, 2013. Hôpital des districts de Lommier, Virginie Abé-Solo et Cindy, infirmière, a reçu cette maman atteinte d'éclampsie. Arrivée dans le coma, on soupçonne un accouchement à la maison. Lorsque nous quittions les lieux, la maman ne s'alimentait pas encore. Ses jumeaux de 9 jours étaient nourris aux produits de fortune trouvés dans le coin. Mais à l'hôpital des districts de Lommier, rien n'a changé en 2015. L'accouchement se déroule toujours avec des lampes torches sur une table multiplicatrice de douleurs. Aujourd'hui, on dit que le gouvernement a mis certaines mesures sur pied pour améliorer la santé de la femme enceinte et du bébé. Est-ce que vous pensez que ces mesures sont efficaces dans les centres de santé, puisque vous parlez toujours de la corruption? Selon moi, oui. Bon, ça c'est ce qu'on dit, hein. Mais je ne sais pas si c'est au juste on pratique ça. Ça c'est ce qu'on dit. Mais quand on parle dans les hôpitaux, je vois plutôt le cas contraire. Sortons des localités excentrées pour revenir dans les grandes villes où les décisions sont prises. On annonce depuis quelques années la réhabilitation et l'équipement d'hôpitaux de district et des centres intégrés de santé. Mais visiblement, les actes ne suivent pas les paroles, ce qui maintient les chiffres de la mortalité maternelle et infantile à la hausse. Autre chiffre à noter, les coûts de l'accouchement ont été revus à la baisse, soit 6 000 francs pour l'accouchement normal et 40 000 francs pour la césarienne, même si certains n'y croient pas. La médecine n'était pas un marché. Comment elle peut refuser qu'elle ne part pas à l'hôpital? Parce que tu pars même, on dit que ça c'est l'hôpital public. La consultation te dit que tu veux voir le grand docteur. Tu arrives, c'est 10 000. C'est pour le remède ou c'est pour le carnet? La corruption provient de quoi? C'est parce que ces médecins ne sont pas aussi payés par le ministère de la Santé. Parce que si l'État s'occupait de la santé, payait les médecins normalement, je prends un exemple comme la juridiction, comme voilà le problème de la juridiction. Vous allez vous êtes à la justice, vous n'avez pas l'argent, vous allez mourir parce que vous allez mourir parce que vous pouvez passer autrement. Alors actuellement, si l'État doit privilégier la santé. Les chiffres à prendre en compte, c'est aussi le coût de la corruption. Moi, je suis allée à l'hôpital. J'arrive chez un médecin, je dis que je suis malade, il me consulte, il me fait il me prescrit des examens.
je me rends compte que les examens qui m'ont prescrit coûtent tellement cher chez lui. J'ai dit, bon, comme ça coûte cher ici, je m'en vais donc dans un centre, dans un laboratoire, centre d'analyse médicale, agréé et reconnu, hein, donc d'un autre hôpital, faire mes examens. J'y vais, je fais les examens, le laboratoire remet les résultats. Quand je reviens, le médecin me dit qu'il ne peut pas interpréter ces résultats parce que ça ne sort pas de son laboratoire. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Il faut recommencer, il faut repayer de l'argent chez lui pour faire... Oui, il me dit que je dois remplir sa caisse. Pourtant, il a été publié à plusieurs reprises que les financements visant l'amélioration de la gouvernance du système de santé ainsi que l'accessibilité et la qualité de l'offre de soins en faveur de la santé maternelle et infantile sont mis à contribution à cet effet. Tout à l'heure, on évoquait les chiffres, Dr Bois. Je reviens dessus. Vous avez évoqué l'hémorragie, 33%, les infections, 28%, les troubles hypertensifs, 12%, et 20% qui sont causés par les maladies graves, aggravées par la grossesse, comme le paludisme. Et donc, tout à l'heure, vous disiez, c'est pas grave. Est-ce qu'on doit paniquer ou pas du tout? En fait, on ne doit pas paniquer. On ne doit pas paniquer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit se dire? On ne doit pas paniquer parce que pour chaque de ces causes-là, il y a déjà une solution en place. Je viens. Pour le paludisme, hein, je commence avec le paludisme. Oui, vous êtes très optimiste. Voilà, et pour le paludisme, voilà les moustiquaires qui sont distribués. Voilà les traitements préventifs intermittents d'abord les Fansida, hein, ou femmes enceintes gratuitement. Voilà les enfants qui, vous voyez, qui sont traités gratuitement dans nos structures sanitaires. Bon, en ce qui concerne l'hémorragie qui est en tête, voilà les consultations prénatales qui sont conseillées pour que le personnel entre en contact avec cette femme qui est enceinte. On va faire l'échographie parce que parmi les causes d'hémorragie, il y a quoi? Comme j'ai dit, l'atonie utérine. Donc, le médecin, dès la première visite, va se rendre compte des dangers que la femme court et il va lui donner les conseils. Voilà des trucs comme le placenta prévia, hein? Donc la position du placenta n'est pas bonne. Et bref, dès qu'on fait l'échographie, on va détecter ça. Voilà, donc vraiment tout est en route pour effectivement résoudre ces problèmes. Le paludisme, les toxoplasmoses, toutes les maladies qui peuvent déranger le développement normal de l'enfant étant dans le ventre. On va faire le dépistage lors de la grossesse et dès qu'elle accouche, si c'est une femme qui est VIH positive, on donne les médicaments pour l'enfant, à l'enfant, pour que... Voilà, une autre préoccupation, docteur, c'est que de nombreuses femmes en allant accoucher parlent souvent de malchance ou de chance, parce qu'on se dit on peut mourir sur la table d'accouchement. Alors, est-ce que la science est basée sur ce type de principe? Non. Attends, c'est pour ça que j'ai dit l'éducation est très importante. Il faut changer la mentalité de nos populations. Je vous assure, cela fait, si c'est conjugué avec l'action que l'État est en train de mettre en place, ce que la première dame a fait depuis 10 mois maintenant, en mai cette année va faire 10 mois, toutes ces actions mises ensemble, c'est-à-dire la population répond. Il ne court pas pour aller chez les praticiens qui disent que non, si vous partez à l'hôpital, vous allez rester sur la table. Ça, c'est une intoxication grave. Si elles viennent maintenant à l'hôpital, on leur donne des conseils sur ce qu'elles doivent faire quand elles sont enceintes. Ça, c'est important. De deux, on te conseille comment faire, c'est-à-dire planifier les naissances. Ça, c'est très important parce que c'est une des portes, c'est un des grands problèmes qu'on a. Le planning familial qui est très important parce que vous voyez, vous accouchez et que 2-3 mois, vous êtes encore enceinte. Et 6 mois plus tard? N'est pas même d'autres, n'atteint même pas 6 mois. Ah bon? Elle se trouve maintenant, elle est enceinte, et comme l'avortement dans notre pays n'est pas autorisé, mais elle va avoir honte, elle se retrouve dans ou quartier, dans n'importe quelle condition, on déclenche les choses avant d'arriver à l'hôpital, elle est déjà un cadavre. Donc, vous voyez les infections. Je vais prendre un cas pratique. Vous avez parlé des actions du gouvernement. Je suis allée personnellement à l'hôpital de Lomié il y a 2 ans, c'est-à-dire en 2013. Et là-bas, j'ai rencontré une infirmière merveilleuse qui s'appelle Virginie, qui travaillait presque seule à faire accoucher les femmes là-bas. Alors, les infrastructures à l'hôpital du district de Lomié, et quand je le dis, je n'aggrave pas du tout, sont vraiment, comment je le dis, ça relève du Moyen-Âge. Archaïque. C'est archaïque.
la table d'accouchement est en bois. Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai touché. J'ai vu des femmes accoucher sur cette table-là. Et il n'y a pas de lumière adéquate, donc pas appropriée. Des fois, on fait accoucher les femmes à la lampe torche. Et ce matin, j'ai appelé Virginie, qui m'a confirmé que depuis que je suis passée à Lemier, parce que de temps en temps, on s'appelle, rien n'a changé. Alors, quand on parle du changement, est-ce que ça touche certains points et pas d'autres? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, nous sommes dans un pays en voie de développement. Et les actions menées pour un développement sont les actions qui doivent être conjuguées. Vous voyez? Donc, ce problème, ce n'est pas un problème. Moi, j'allais beaucoup plus entendre parler de problèmes de personnel. Il y a également un problème de personnel. Moi, j'ai été médecin-chef, plusieurs structures, mais il y a des moments que j'ai opéré ma patiente avec la torche et tout ça. Et bien après, n'est-ce pas, on traite. Donc, c'est une question, ce n'est pas forcément la structure qui soigne. Vous pouvez avoir de meilleurs hôpitaux et s'il n'y a pas un personnel qualifié, ça ne va pas. On a souvent parlé de plateaux techniques inadéquats. Alors, on en parle aujourd'hui, on parle des personnels qualifiés ou non. Comme je le disais, j'ai parlé de Virginie parce qu'elle est très présente dans cet hôpital et elle est presque seule à faire accoucher les femmes. Ça, c'est très bien. Donc, je disais alors, l'État, à un moment donné, a des objectifs. Actuellement, là, tout à l'heure, j'ai dit, il y a un nombre de personnels en quantité et en qualité qu'on est en train de former. 800 médecins par an. Et pour y arriver, il faut passer un concours très dur, bien surveillé. Ce qui amène à ce que l'État va créer la structure qui va travailler là-bas. Il faut d'abord se concentrer, créer, donc former un personnel en quantité et en qualité, et donc se mettre maintenant à créer les structures partout. Ils ont commencé déjà avec l'hôpital gynéco-obstétrique, les deux hôpitaux, le centre de référence à Yaoundé, d'urgence. Donc, beaucoup de structures sont... Et on ne peut pas faire tous à un seul jour. Voilà, on quitte l'infrastructure pour parler des coûts. Les coûts de l'accouchement, par exemple, vous nous en parliez en offre où les coûts d'accouchement, de césarienne et tout ont été revus à la baisse. Est-ce véritablement cela ou Effectivement, je suis médecin dans un hôpital de l'État et que presque chaque jour, je fais les césariennes. Donc, vous nous certifiez que le coût des césariennes aujourd'hui, c'est 40 000 francs et l'accouchement normal, 10 000 francs. Pas 10 000, c'est des kits de 6 000 francs. Le kit, c'est 6 000 francs. D'accord. Et là maintenant, il faut une chose, il y a une chose que je dois dire. Je vous assure, à cause de la pauvreté, parce que la population ne doit pas seulement attendre avec les mains croisées. Que non, l'État a fait ceci, cela. Il y a des femmes, jusqu'à aujourd'hui, qui arrivent, qui n'ont même pas ces 6 000 francs pour payer pour les kits. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est un problème. Même pour les césariennes, c'est la même chose. Ce qui amène, vous voyez, lors des consultations prénatales, je reviens sur les consultations prénatales, je lance un appel aux collègues de prendre un peu de leur temps, d'expliquer, éduquer. Parce que toutes ces choses doivent passer par l'éducation. Qu'une femme qui vient en consultation, même si elle n'a pas de facteurs de risque, par exemple, les maladies hypertensives, les placentas prévières, le diabète, le grossesse, c'est toutes des maladies qui peuvent amener à ce qu'on l'opère. Il faut qu'ils prennent un peu de leur temps, ils ne soient pas trop pressés, pour éduquer ces femmes, de commencer à faire des petites tontines là. Mettez 5 000 francs, 10 000 francs chaque mois. Vous voyez, cela amène à ce qu'au moment d'accouchement, elle n'aura pas ce problème d'acheter ne serait-ce que les nécessaires. Voilà. C'est ce qui nous amène, oui. Et donc, peut-être pour sortir et peut-être revenir sur cette question, est-ce que, parce que les femmes trouvent que les prix aujourd'hui des examens sont élevés, est-ce que ça a été revu à la baisse aussi? Elles posent la question. Mais il faut être précis, c'est que l'examen... Non, il y a des examens, effectivement, des examens de consultation prénatale, donc qu'on demande aux femmes de faire pour essayer de dépister certaines de ces maladies, comme par exemple la syphilis, toxoplasmose, la roubiole, et beaucoup de maladies de VIH qui est gratuite. Il y a l'option qu'on appelle l'option B+. L'option donc qui amène à ce qu'on, dès qu'on fait le diagnostic chez la femme enceinte, on voit qu'elle est séropositive, qu'elle est porteuse, même si elle ne se présente pas avec les signes, la toux, la fièvre et tout ça, elle est asymptomatique. Directement, on commence à la traiter et son traitement ne s'arrête pas là. Ça continue même après l'accouchement. Donc, beaucoup est fait
Et tous ces sont... Tu ne sais pas quel coup dont ils parlent. D'accord. Donc, il n'y a pas eu suffisamment de communication ou il n'y en a pas encore. Heureusement que vous êtes là, docteur Bois. Oui. On vous aura assez souvent pour en parler. On va parler de tout à fait autre chose, ma très chère. Naturellement, notamment de comment diminuer justement la mortalité maternelle et infantile. Est-ce véritablement possible? Élément de réponse dans ce reportage. Comment diminuer la mortalité maternelle et infantile? L'équation jusqu'alors semble difficile à résoudre si l'on s'en tient à certaines considérations. Dans certaines zones, les femmes préfèrent consulter les guérisseurs pour les hémorragies. Elles refusent d'être examinées par des hommes, s'indigne un médecin. D'autres cachent leur grossesse par peur que les yeux indiscrets ne jettent un sort sur leur futur enfant. Hormis ces idées superstitieuses, il y a du côté des femmes enceintes l'irresponsabilité. La cause de la mortalité infantile, généralement, proviennent d'une négligence. Généralement de la négligence, parce que le moment où vous voulez, la femme, au lieu d'aller dans un hôpital de la place, elle pense alors améliorer le cas, ne pas aller dans un sous-centre qui n'est pas autant même plus... qui n'ayant pas de médecins plus compétents, spécialisés pour pouvoir faire. Ça permet de se conduire dans les petits sous-centres. Il y a des femmes qui arrivent à l'hôpital pendant la contraction. C'est là que le médecin se rend compte que même le test du VIH, qui est gratuit, elle ne l'a pas fait. Et quand le médecin dit « je ne reçois pas une femme qui n'a pas fait tous ses examens », on fait comment? L'absence de constance dans la prise en charge est aussi soulevée. Je conseillerais aux femmes, si tu es une femme enceinte, tu commences tes suivis dans un centre, visite prénatale surtout, dans un centre. Commence là-bas, finis là-bas jusqu'à l'accouchement. Si tu as l'opportunité d'accoucher dans la ville où tu es, va dans ce centre médical accoucher. Parce que je me rends compte que peut-être tu seras mieux accueilli puisque c'est déjà ta maison. C'est là-bas que toute ta part de petite économie là, c'est parti. Tout à côté de cela, des situations invraisemblables sont présentées souvent de façon anecdotique. Deux fois bien suivi même. Tu arrives même deux fois à la table. Ces mêmes docteurs t'abandonnent même à la table. Peut-être il suffit, moi je prends le cas de ce jour d'accouchement, de mon premier accouchement. Il y a eu beaucoup de cas, il y a beaucoup de femmes qui sont mortes à la table. Juste parce que, étant arrivé avec les membres de famille se tapaient la poitrine, ce n'est pas madame n'importe qui. Là maintenant, ces mots font mal. Ces mots font mal peut-être dans la tête des médecins, soit peut-être le major. Il dit ok, comme ce n'est pas madame n'importe qui, on verra alors qui va la faire accoucher à la table. Deux fois à la table, c'est trop de sang qu'elle se met à perdre. Et puis pour beaucoup, il est de la responsabilité de l'État d'amorcer le changement. La faute revient au gouvernement camerounais. Au coût des prix élevés des examens qui concernent la femme enceinte, le bilan de la femme enceinte. Ce n'est pas donné à toutes les femmes, à tous les couples, de faire des examens prénatals. Ça coûte cher, énormément cher. Si tu dois faire 4 enfants et qu'il te faut payer des examens à 38 000, 30 000 francs, tu n'as pas ces 30 000 francs, qu'est-ce que tu vas faire? Diminuer la mortalité maternelle et infantile pour les médecins repose sur d'autres facteurs. Dans les autres pays, les femmes enceintes déjà adhèrent facilement à ce qu'on leur dit lors des consultations prénatales. Parce que le but des consultations prénatales, d'abord, c'est quoi? C'est détecter les facteurs de risque qui peuvent exister lors de l'accouchement et faire un plan d'action de l'accouchement, prendre ces facteurs de risque en charge et tenir compte de ces facteurs de risque pour établir le plan de surveillance de la femme pendant la visite prénatale. Et qu'est-ce qui se passe pendant la visite anténatale? Prénatale, anténatale, c'est pareil. Ce qui tue encore qui crée encore ce problème de mortalité infantile, c'est que les consultations prénatales ne sont pas faites uniquement par les sages-femmes et les gynécologues obstétriciens. Les consultations prénatales sont utilisées, c'est tout aide-soignant, tout infirmier
qui veut faire des consultations prénatales, qui se dit prescripteur, qui se dit demander le bilan qu'il faut pendant la consultation prénatale. Donc, c'est tout le monde qui veut suivre une femme enceinte. De façon globale au Cameroun, les organisations pensent qu'il est impératif de renforcer l'accessibilité aux soins de santé maternelle et infantile avec un système de prise en charge forfaitaire. En second lieu, on pense à l'amélioration de la qualité de l'offre de soins à travers la réhabilitation et l'équipement de formation sanitaire dans les districts de santé et sur l'ensemble du territoire national. Au plan mondial, on évoque aussi la planification familiale devant réduire le nombre de grossesses, le personnel de santé qualifié pour tous les accouchements et les soins obstétricaux d'urgence. Docteur Bois, vous avez évoqué un certain nombre de choses tout à l'heure, notamment la formation du personnel hospitalier et donc du personnel hospitalier sanitaire. La question que je voulais vous poser, c'est que sur le terrain, les gens se plaignent de l'irresponsabilité, de la négligence de ce personnel. Est-ce que vous pensez qu'il y a également un travail de mentalité qui est fait lors des formations? Je dirais non. Le problème qui se pose, probablement, c'était un problème d'insuffisance du personnel. Et ce qui fait que dans ces structures sanitaires, vous voyez un seul personnel qui est qualifié. Et là, ce personnel va être tellement utilisé. Et ce qui fait qu'au moment, peut-être, il se repose un peu, des gens vont penser que, bon, peut-être il a des problèmes. Et la raison pour laquelle l'État maintenant, il est usé à un voilà, moment. La raison pour laquelle l'État maintenant dit que le personnel est insuffisant, il faut former. Et ils sont en train de tout faire, je vous assure. La situation depuis 2 ans, ce n'est plus la même. Si on refait les études de nos jours, vous allez voir que le taux de mortalité maternelle et infantile n'est plus de 600, donc on va se retrouver dans le 400. Vous êtes convaincu, docteur, que l'État a fait sa part de travail, comme on dit souvent. Oui. Et maintenant, c'est aux autres de faire le leur. Les femmes enceintes ou alors? Oui, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une action conjuguée de tout le monde, vous et moi. On est en train d'informer la population sur ce qu'ils devraient faire. Vous êtes enceinte, allez-y à l'hôpital. Parce que cela protège, c'est-à-dire l'éducation, quand on va vous donner comment s'alimenter, comment éviter certains médicaments, comment faire les examens qu'on va faire, on va dépister certaines maladies qui pouvaient compromettre votre vie et la vie de l'enfant. Voilà déjà. Est-ce que dans cette éducation, docteur, on apprend aux femmes, par exemple, si vous avez tel type de complications, ne venez pas ici, allez plutôt ailleurs, parce qu'il y a ce cas-là qui se pose aussi. Merci beaucoup. Le problème, notre système de santé est gradé. Et ça commence avec les centres de santé intégrés. Après, il y a les hôpitaux des districts. Après, il y a les hôpitaux régionaux et centraux. Et après, maintenant, il y a les hôpitaux de référence. Donc, selon les niveaux, si vous recevez une femme dans un centre de santé intégré et vous voyez qu'il y a une complication, envoyez-la dans l'hôpital des districts. Et dans un hôpital des districts, il n'y a pas un médecin gynécologue ou bien un médecin capable, bref, une personne qui peut prendre en charge efficacement ce cas. Envoyé dans un hôpital régional ou bien dans un hôpital central. Vous voyez, donc c'est gradé. OK? Oui, et là, on parlait tout à l'heure de ces femmes qui refusent de se faire examiner par les hommes. On a également dans le reportage des médecins qui avouent que les femmes ne veulent pas tout de suite annoncer la grossesse parce qu'elles ont peur des pouvoirs maléfiques des autres sur leurs enfants. Est-ce que vous avez vu des cas comme ça, vous? Oui, j'ai vu beaucoup de femmes, pas seulement quelques femmes. Je ne veux pas citer les villages, les tribus, c'est venu des gens, mais c'est un problème général. Parce qu'en tant que gynécologue, combien de femmes, quand elles entrent dans mon bureau, je dis que bon, maintenant, madame, vous dites que vous avez les pêtes blanches, vous avez les boutons sur la vulve, est-ce que je peux vous examiner? Et c'est tout, est-ce que maintenant? Scandale. Okay? Oui, donc c'est un problème un peu difficile culturel. Oui. Hein, il faut donc amener ces femmes de comprendre que les choses sont en train de changer. Laissez-moi vous dire qu'en Chine, par exemple, il n'y a pas de gynécologues hommes. Ce n'est que les femmes, les gynécologues. Vous voyez? Donc, ce qui fait que c'est un pays, ont des cultures comme ça, comme ça. Mais dans notre pays, ce n'est pas le cas. Et beaucoup d'autres pays, c'est un mélange. Et que les femmes devraient comprendre
que le but de les examiner, c'est pour les intérêts, parce qu'elle a la chance d'être examinée pour dépister une maladie, une pathologie. Donc, c'est une grande chance pour elle. Et qu'elle se laisse examiner. Les gynécologues n'est pas là pour d'autres buts. Un médecin neutre, il fait là pour le bien de la patiente. En tout cas, on ferait mieux de le leur expliquer. Alors, une autre préoccupation, du moins, une autre raison peut-être qui pourrait permettre de lutter contre la mortalité infantile, maternelle et infantile, c'est le planning familial. Qu'est-ce que vous leur dites, généralement? Ça, c'est un sujet très, très important. Important parce que à travers le planning familial, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Planning familial, avoir le nombre d'enfants qu'on est capable de lever et au moment qu'on peut les avoir. OK? Donc, et ceci m'amène à dire à tout le monde qu'avant d'ailleurs même de se marier, faites quand même un petit plan. Ne respectez pas la tradition aveuglement comme ça parce que moi, voilà, je suis déjà homme, donc j'ai vu que mon père se marie à tout le monde autour de moi se marie. Vous voyez, donc vous allez voir des gens qui viennent avec un sac à moto à main et vous leur demandez comment. C'est un problème réel. Donc, en ce qui concerne le planning familial, il y en a plusieurs méthodes et que je ne veux pas détailler ici. Et que quand une femme accouche, dès qu'elle accouche, 6 semaines à 1 mois, disons, 6 semaines à 2 mois après, donc, disons, 2 mois après, qu'elle vient voir les médecins. D'abord, les médecins donnent toujours les rendez-vous. Les sages-femmes, les médecins gynécologues donnent les rendez-vous. 2 mois après avoir accouché, revenez avec votre mari, c'est possible. Et là, on va parler de quelles méthodes. On va les expliquer les différentes méthodes et on les laisse choisir librement de la méthode qui leur convient. Ça, c'est très important. Cela évite beaucoup de choses. Les grossesses non désirées, des avortements qui vont se passer avec des complications qui se compliquent. Et ça augmente nos chiffres de mortalité maternelle et infantile. Docteur Bois, je vous promets qu'on va parler du planning familial sur ce plateau. Et je suis tellement, très émue positivement de vous avoir eu dans cette émission. Je pense que nous avons été suffisamment édifiés et surtout avec des exemples de terrain. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette partie. Je vais vous inviter maintenant, docteur, vous aussi, à regarder ce reportage sur la table d'accouchement atypique que nous avons vu à l'hôpital de district de Lommié en 2013 et qui y est encore aujourd'hui en 2015. La douleur semble intense pour cette parturiente. Ce sont les premières contractions. Il va falloir être patiente sur cette table. La table porte véritablement son nom. Un meuble fait de quelques planches reposant sur quelques pieds. Ici, elle sert aux accouchements. Moi-même, je dis souvent que si il m'arrive d'accoucher ici, je ne sais pas. C'est comme vous voyez. Elle n'est vraiment pas adéquate pour une femme en travail. Loin de la table moderne, connue dans les grandes métropoles, à Lommié, on a une table, comme l'ont qualifié certains, multiplicatrice de douleur. Quand une femme vient enceinte, en travail, elle est déjà d'abord épuisée. Donc, faire coucher la femme ici, c'est d'abord un plan dur. Il faut quand même qu'il y ait un peu de mousse, donc que ce soit un peu plus confortable. Là, elle va se sentir un peu plus à l'aise. Ce n'est pas le cas. À l'hôpital de district de Lommié, cette table a une histoire datant de plus d'une décennie. Mais dans la localité, les femmes sont plutôt habituées à faire naître leur bébé à même le sol. Du coup, ce meuble est considéré comme un luxe. Minimum 3 accouchements par semaine, mais selon Virginie l'infirmière, il serait encore mieux pour l'hôpital de district de Lommié d'avoir une table d'accouchement confortable. Après ces images, je pense qu'il y a de quoi s'interroger quand même. Ah oui. Notre vieille table dont on a parlé depuis 2 ans. Et alors que les choses sont en train d'évoluer partout ailleurs, ben, on espère qu'avec ce qu'on est en train de faire, ma très chère, ça va attirer l'attention des autorités. Voilà, Hôpital de district de Lommié, ça va changer. Je le rappelle, c'est à l'est du Cameroun. Ça va changer de ce côté-là, forcément. Voilà. La petite très chère est là pour l'actualité. Marie-Léonie Sen. Mais très chère. Comment vas-tu? Je vais très bien ce matin, et vous?
Ça va. Alors, on va parler tout d'abord de ces deux fillettes. On a parlé sur ce plateau des mbenguistes. Et de l'autre côté, là-bas, ils ont pensé qu'on voulait les fustiger, mais c'était pour sensibiliser. C'était dans le but de sensibiliser et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ces deux fillettes ont été refoulées à l'aéroport de Douala. Et pour quelle raison? On va le savoir. Il s'agit de Joavi et Aurélie, toutes deux centrafricaines, âgées de 10 ans seulement, et élèves en classe de 6e au lycée de Niala. Elles s'apprêtaient donc à rejoindre la France pour se chercher. Et ceci après avoir dérobé la somme de 500 000 francs chez leurs parents respectifs. C'est donc dans une lettre adressée à ceux-ci le 17 mars dernier qu'elles disent « Ne pleurez pas, je suis allée me chercher en France ». Elles donnent donc dans celle-ci les raisons de leur départ. Avant de prendre le large, les lycéennes se dirigent au marché à la sortie des classes pour acheter des valises, des vêtements, des chaussures, des sous-vêtements et des produits de beauté. Elles prennent donc la route de l'aéroport international de Douala où elles sont stoppées à l'entrée par un agent qui, étonné de les voir sans passeport, leur explique tout de même que le vol est prévu pour le lendemain. Elles prennent donc la direction d'une auberge située au quartier Mbopi et c'est leur jeune âge qui attire l'attention des gérants qui appellent immédiatement la gendarmerie qui, descendit sur les lieux, les interpelle et les amène au commissariat où elles ont passé la nuit. Elles ont donc été libérées le lendemain en présence de leurs parents. Voilà. Bon, on va encore nous demander pourquoi on va parler des mbenguistes. Et je pense pas. Alors, on va parler de cette marche des femmes du SDF contre les coupures d'électricité interdites à Yaoundé. Oui, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4 a refusé la marche que les femmes du Social Democratic Front de Yaoundé 4 voulaient organiser le 6 mars dernier en marge de la Journée internationale de la femme qui s'est célébrée le 8 mars. Martin Liko Motassi a donc signé un arrêté qui répondait à la demande formulée par la section locale de la branche féminine du parti de l'opposition. Les femmes du Social Democratic Front voulaient donc protester contre les délestages dans l'approvisionnement en eau et en électricité dans l'arrondissement de Yaoundé. Et maintenant, première femme candidate à la présidentielle nigériane, Rémi Sonaïja, c'est bien ça? Oui, professeure de français à la retraite et avec son parti COA, elle veut prouver qu'il est possible de faire campagne sans parrain et sans jet privé. Âgée de 60 ans, elle est la seule femme en lice pour l'élection présidentielle de ce jour, qui se déroule ce jour au Nigeria. Son programme se centre sur les problèmes économiques, sociaux et sécuritaires de son pays. Avec peu de soutien politique, peu de moyens financiers, aucune publicité ni aucun passage à la télévision, Rémi Sonaïja diffuse ses idées sur les réseaux sociaux et dans la rue en allant à la rencontre de la population. Son ambition, montrer qu'un jour une femme aussi peut être à la magistrature suprême. Elle est sur le terrain, c'est le plus important. Parlons de Pascaline Bongo, qui est devant la justice pour impayé. Oui, elle était devant le tribunal de grande instance de Paris le mardi 17 mars. La sœur de l'actuel chef de l'État gabonais est poursuivie pour une ardoise d'environ 500 000 € de factures impayées, à savoir pour le transport d'une limousine entre Paris et Libreville, la commande d'une moquette en gazon synthétique et plus de 100 pots de crème glacée livrée à la présidence du Gabon. C'est ce que lui réclame donc l'entreprise Blue Mendel. Au bout de ces impayés, l'entreprise qui n'emploie que 4 salariés se dit aujourd'hui au bord de la faillite. Évidemment. Les petits plaisirs. On va terminer avec l'initiation à l'art d'attacher le foulard. Je me demande pourquoi ma très chère n'a pas de foulard. On aurait essayé. Oui, on aurait essayé. La prochaine fois, je vais me rattraper. Alors, pour te rattraper, sache que l'initiation à l'art d'attacher le foulard, c'était le 20 mars dernier dans les magasins Limoa et Nourri à Paris en partenariat avec les associations La Mosaïque et Partage qui ont donc servi de cadre à un atelier dédié à l'art d'attacher le foulard. Pendant 2 heures, l'atelier a consisté à transmettre le savoir, à mettre en avant les cultures africaines afin que la femme africaine n'ait plus honte de sortir avec le foulard. Il était donc important de faire savoir qu'avec une étoffe, une écharpe, un col roulé ou un simple tissu, on peut attacher un foulard. Tout est question de style aussi. Hein. C'est clair. Parce qu'on a un foulard tel qu'on l'a attaché et puis si il y a un assortiment, je pense marche, que normalement... Ça devrait aller. Ça devrait aller.
Idée reçue maintenant, ma très chère, une femme enceinte n'injurie point, puisqu'on parle de la mortalité maternelle et infantile. Naturellement, ma très chère, pourquoi elle irait faire ça, la pauvre? Alors, une femme enceinte, ma très chère, ne devrait jamais proférer des insultes, des injures ou tout ce que vous voulez, sinon elle attire la malédiction sur le bébé qu'elle porte en son sein. Le pauvre. Voilà. Donc, ma très chère, tu sais, la science explique que c'est une malformation. On parle de trisomie 21, on parle d'autres choses des jeunes et tout ça, mais ce n'est pas le cas de nos ancêtres. Chez nous, c'est tout à fait autre chose, parce que du côté de nos ancêtres, l'explication, enfin, écoutez, nous avons fait un tour du côté du centre, sud, littoral, bien sûr, ouest aussi également. Alors, on nous apprend que si vous êtes une femme, vous êtes enceinte, vous passez le temps, vous voyez un borgne, vous dites vraiment, tu es laid. Vous voyez quelqu'un qui, je veux dire, quelqu'un qui a un problème, un handicap peut-être, qui boite ou un manchot, franchement, quitte là-bas avec ton bras là ou ton pied là, vous passez le temps à faire ce genre de choses. Alors, directement, vous attirez immédiatement ce que vous êtes en train de décrier chez la personne sur votre enfant. Parce que les ancêtres sont convaincus qu'à une certaine époque, Dieu n'attendait pas de main pour te juger là. Ça fait donc que lorsque vous le faites, tu dis, ok, pour que tu ressentes un peu le poids de ce que vit cette personne, alors tu vas devoir vivre ça avec ton enfant. Du coup, ne soyez pas étonnés de voir des enfants qui vont naître avec certaines malformations. Demandez à votre maman ce qu'elle faisait quand elle était enceinte de vous. Évitez donc si vous êtes enceinte. Ne prenez pas le temps d'injurer. Au contraire, c'est vrai, il y a des personnes pas forcément agréables à regarder souvent, mais quand c'est le cas, dites « Ah, je vous aime beaucoup, vous êtes une adorable personne ». Même si c'est pas ce que vous pensez, ça fait que ça vous attire beaucoup plus quelque chose de gai et puis ça vous expose pas à cette sentence. Donc, ne le faites plus jamais. Si vous aviez l'habitude de le faire, protégez votre enfant. Femme enceinte, n'insultez point. Alors, une femme enceinte n'injurie point. On a compris pourquoi. Merci, ma très chère. Il n'y a pas de quoi. On s'aguerrit un peu plus tous les jours. Donc, merci beaucoup. C'est terminé pour cette émission. J'espère que vous en avez appris beaucoup, un peu comme nous, en travaillant là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet tout aussi intéressant. Et toujours avec le même plaisir. Une autre idée reçue. Naturellement, puisqu'on ira toujours du côté du village. Oui, et d'autres actualités. Bien sûr. Petite très chère. C'est terminé. Rendez-vous samedi prochain, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Même